Salut à tutti, je m'appelle Nicolas Battini et je vais vous faire visiter mon village de Buștanigu, l'histoire de mes ancêtres et les traditions chrétiennes de notre région du Bozio. Quand le village s'est vidé, machinalement, par effet mécanique, il y a eu beaucoup moins de bras pour travailler ces paysages, et donc les paysages, qui étaient des paysages essentiellement clos, cultivés, eh bien, sont retournés à l'état sauvage. Dès lors que les gens sont partis pour toucher un salaire, eh bien, il leur suffisait de travailler, de toucher un salaire et d'acheter à manger. Pas besoin de cultiver, pas besoin de produire soi-même. C'est un phénomène largement compréhensible. Je pense que ça a été le mouvement de l'histoire. Là, on est réellement dans le fin fond de la Corse rurale. Parce que la Corse a compté, ou compte toujours, peut-être aussi de plus enclavée. On célèbre Santa Ustina à Sermano, qui finalement est la dernière fête religieuse de l'été dans le Bozio. Et cet atavisme, eh bien, c'est simplement la capacité qu'ont les Corses de défendre l'un des leurs. Et le christianisme dans la vie d'un village a une position centrale et essentielle. Même les bouffeurs de curés laïcards en Corse viennent à la procession de San César et de Sant'Anton. Salut à tous et bienvenue sur VA+. Alors aujourd'hui, petit format un peu particulier, un format embarqué. Je vous emmène ici en Corse, dans le Bozio, une des régions les plus reculées du centre de la Corse, une région montagneuse. Et on va aller découvrir l'identité de ces villages corses de cette région, leur culture, leur tradition. On va essayer de découvrir tout ça avec vous. C'est parti. Alors mon village de Buștanigu, qui a au moins entre 5 et 6 siècles. Alors on sait d'ailleurs que le premier village, aurait été situé en face à l'entrée de l'autre côté, je dirais, du ravin, de la vallée, et qui aurait été déplacé. Alors ça, c'est la tradition populaire qui met en avant cette explication, l'invasion des fourmis. D'aucuns m'ont expliqué que ce serait finalement une allégorie qui évoque les invasions et les raids essentiellement barbaresques et maures qui ont ensanglanté la Corse pendant des siècles. C'est un village emblématique de la désertification de l'intérieur, de ce qu'on appelle l'inversion territoriale qu'on a connue en Corse. Et Buștanigu n'est pas une exception, c'est un cas d'école. De la profonde transformation de la société qu'a connue, mais je dirais même qu'a subi la Corse durant le dernier siècle. Et qui a entraîné finalement toutes ces revendications identitaires dès lors que les gens et les membres de notre peuple ont senti glisser entre leurs mains l'essentiel de leur identité, de leur mode de vie traditionnel. Et le christianisme dans la vie d'un village a une position centrale et essentielle. Je parle du christianisme non pas en tant que foi, non pas en tant que spiritualité, mais en tant que pratique sociale et communautaire. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connoté en termes d'appartenance partisane, politique ou idéologique. Le village renaît précisément le jour des cérémonies religieuses. C'est-à-dire que les gens remontent massivement au village. Le christianisme et la religion chrétienne en Corse, assurent finalement le but qu'évoque l'étymologie du terme religion, c'est-à-dire religarer, relier les gens. Pas seulement par foi ou voire sans avoir la foi, mais simplement parce que c'est un exercice social qui permet de cimenter les membres et les familles de la communauté. Même les bouffeurs de curés laïcards en Corse viennent à la procession de Saint-Césaire et de San César et de Sant'Anton, pour ce qui concerne Buștanigu. Voilà, peut-être en dehors des plus acharnés, des plus radicaux, mais qui en Corse sont marginaux. Ils sont marginaux en ce que la ritualisation de l'exercice catholique en Corse est encore largement normée socialement. Ça n'appartient pas à une niche sociale ou idéologique. Oui, Zalou. Non, andremo a pregare, parliamo già. Bon, bon. Allez, après, je te disais. Jusqu'à la génération, je dirais, de mon grand-père ou de ma tante la plus âgée, la route goudronnée que l'on voit, qui serpente de l'autre côté, eh bien, n'existait pas. Et pour monter au Subran, eh bien, il fallait employer ce sentier-là. Donc là, on est réellement dans le fin fond de la Corse rurale. Parce que la Corse a compté, ou compte toujours, peut-être aussi de plus enclavée.
Et le contexte de ce tag, Legionevora, est juste à côté Legionnaire et Assassini. Ça se situe dans les années 70, en 76 exactement. À Corté, il y avait le camp disciplinaire de la Légion étrangère en Corse, c'est-à-dire tous les réfractaires, tous ceux qui avaient du mal avec la discipline, ils les envoyaient à Saint-Jean, à Corté. Et aujourd'hui, on sait qu'ils subissaient des sévices terribles, même des actes de torture, qui à l'époque étaient tués et tolérés par la hiérarchie militaire, qui évidemment rendait les effectifs du camp disciplinaire à moitié fous. En tout cas, les poussait à tout tenter pour déserter et pour fuir ces conditions de vie là. Et pour ce qui concerne mon village, Bouchtan, deux bergers qui gardaient leurs chèvres et qui sont tombés sur un déserteur qui remontait de Corté, donc apeuré, terrorisé à l'idée de se faire reprendre et de sévir, de subir des sévices encore pires que ceux qu'il avait déjà subis. Et qui, bon, alors moi je laisserai plutôt les anciens parler des détails. En tous les cas, les deux bergers du village ont été assassinés. La découverte des deux corps au-dessus du village, par l'une des sœurs des victimes, a suscité, dans le Beaujeu évidemment, mais dans toute la Corse, une vive émotion. Et à tel point qu'il y a eu, dans tout le canton, un contexte semi-insurrectionnel. C'est-à-dire que des gens cherchaient très clairement l'auteur de cet assassinat, pour faire justice eux-mêmes. Et lorsque je parle des gens qui voulaient faire justice eux-mêmes, je parle de Corse à l'époque tout à fait normée. Il y avait des militaires en permission, des anciens militaires, des anciens policiers, des bergers paisibles, mais c'est un atavisme finalement, un atavisme multiséculaire qui a émergé à ce moment-là, à l'occasion de ce drame. Et cet atavisme, eh bien, c'est simplement la capacité qu'ont les Corses de défendre l'un des leurs, ou en tout cas de venger la communauté dès lors que cette dernière estime avoir été agressée. Donc là, on est en dessous de Bouchtanigou, à Sermanou, et la fête patronale, c'est Saint-Augustin, et il y a une messe qui va rassembler les habitants de Sermanou et d'autour pour célébrer une fête très importante pour eux, qui est célébrée ici depuis bien longtemps, et c'est un rendez-vous majeur de la vie des villages corses. Oui, la tradition en Corse de la messe chantée, d'aucuns pensent que c'est une messe chantée en Corse. Beaucoup de Corses le pensent aussi, hein, encore plus de non-Corses. En vérité, non, c'est une messe chantée en latin. C'est une messe chantée en latin et c'est un usage tout à fait normalisé chez nous. Il y a une grande demande populaire à ce sujet et ça dit beaucoup d'ailleurs de la culture, de l'identité, de la mentalité corse. Parce qu'en d'autres contrées, le latin dans l'Église est plus que connoté, plus que polémique, il est même très politisé, alors qu'en Corse, il est socialement centré et normé. Et en plus que ça, il est demandé, une forte aspiration populaire à ce que soient célébrées des messes chantées en Corse, en latin. Et bon, Sermano, c'est un lieu emblématique de cette pratique-là, de cette pratique ancestrale et de cette tradition, en ce qu'il en a été l'un des foyers de renaissance il y a 40 ou 50 ans. Et Pedro Gelfucci était la figure emblématique sermanach, en tout cas une des grandes figures emblématiques du chant du Beaujeu, de la Corse du Beaujeu, de Sermane en particulier. Et d'ailleurs, le prêtre n'a pas manqué de lui rendre hommage, parce qu'il nous a quittés malheureusement il y a un an. Plus qu'un chanteur ici emblématique, c'est un ami, c'est un parent. Et on ne lui rendra jamais assez hommage. Abadié, là, c'est un chant, un usage ancestral, polyphonique, qui repose essentiellement sur 3 voix, Aderza, Azigonda et Oasu, et qui était, je dirais, un moyen artistique et de création particulièrement pratiqué dans la société sylvo-agro-pastorale, mais pas dans toute la Corse, essentiellement, en tout cas de mémoire d'homme, essentiellement dans notre région du Beaujeu, beaucoup dans le Niol aussi, à Rougio, qui est quasiment le Beaujeu, à Asque, où il y a un certain nombre de villages qui sont connus pour leur grande tradition polyphonique.
c'est-à-dire le chant polyphonique, déjà pour Sermano, c'est là que tout est reparti dans les années 73. Donc, parce qu'à Sermano, ça a toujours continué, tout le monde a chanté, et puis ça avait été oublié pendant quelques décennies en Corse, parce que bon, il n'y avait plus que la chansonnette pour faire plaisir aux touristes, pour les Français, mais il y avait encore ce chant de Pagliel qui existait encore à Sermano, et dans un autre village, à Rouse, ou un peu à Bustani, à côté. Et dans les années 73, avec mon cousin, le pauvre Pedro Elfucci, et Gianpaolo Boretta et tout ça, le chant corse est reparti. Vous comprenez le corse, vous, qui êtes italien? Je suis italien, donc je ne l'ai pas entendu beaucoup, mais pour ce que j'ai pu entendre, le corse c'est vraiment très transparent. Et eux comprennent l'italien? Oui, ils disaient que oui. Entre l'italien et le corse, ils sont beaucoup pareils. Parce que ce que vous disiez, c'est que c'est un dialecte Toscane. de Toscane qui a gardé une forme plus ancienne, c'est ça que vous disiez? Le monsieur là disait qu'il est venu un expert, je ne sais pas d'où, Tommaseo, qui disait que le corse est la forme la plus ancienne du Toscane, de la Toscane du Moyen-Âge. Voilà. Ah oui. Ouais. Donc vous comprenez l'italien? Ah oui, oui, en Corse comprend l'italien, oui. Ah oui. C'est d'ailleurs une des... une des raisons qui font qu'il y a un intérêt majeur à apprendre le corse. Parce que c'est une langue identitaire, c'est en même temps une langue véhiculaire qui nous ouvre ses horizons, alors immédiate avec l'italien. Alors selon les interprétations, et c'est ce qu'on entendait ici dans cette discussion devant l'église, et ben en fait le corse serait un dérivé du toscan, un dialecte italien proche de l'italien, et donc les Corses se comprennent avec les Italiens, et inversement aussi les Italiens peuvent comprendre le corse. Voilà, c'est ce que m'ont expliqué ces Italiens qui discutaient avec des Corses. C'est très important parce que bon, ça fait partie de notre culture, de notre langue. Ça nous sert aussi de retransmettre non seulement le chant, mais la langue avec toutes les traditions qu'elle comporte. C'est très important. La Corse est un pays où on a toujours chanté, donc il faut continuer. C'est pas un moment où on voit un peu au comptoir et on chante ensemble, c'est-à-dire on chante en polyphonie, c'est la communion. Alors la pagliera, c'est un chant qui se pratique à plusieurs, évidemment, au moins 3 voix, voix seconde et aderce, autour de structures poétiques qui se composent de 6 vers en 8 syllabes, et qui très souvent, dont les paroles font allusion à la vie ou à la vie rurale et paysanne en général de l'époque, qui évoque l'exil, qui évoque le travail au champ, qui évoque parfois des histoires d'amour contrariées, des histoires de vendette, bref, tout ce qui a trait à la société corse traditionnelle. Et c'est un vecteur essentiel de mémoire ancestrale et communautaire. C'est fondamental. Non ci puoi mica sorte chi versi sono troppo I doversi sono troppo di giovane nato figliola e di noi due cugini voglio arrancare di mente a tu canti in picchia io non ne ho vai ma sono esseri unici per casa mia. Le Tiamo risponde, c'est ce qui va essayer de vulgariser mon propos, qui correspondrait au battle d'aujourd'hui, mais peut-être dans une société plus structurée, peut-être avec un fond beaucoup plus poétique, en tout cas qui convient plus aux gens comme nous, qui évoquent des valeurs qui sont plus en accord avec nos aspirations profondes. Tiamo risponde, c'est simplement une joute poétique entre chanteurs, entre poètes, entre créateurs qui improvisent, qui se répondent encore en suivant la structure poétique traditionnelle, c'est-à-dire 6 vers de 8 syllabes. Et ça donne lieu à des échanges parfois
passionnants, animés aussi, qui peuvent finir bien ou moins bien. Bon, après, ça dépend de la sensibilité de celui qui improvise et de celui aussi à qui est destinée l'improvisation.